Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue ici au Grand Bornand pour les 10 ans de Savoie-Mont-Blanc. Je suis ravi de vous accueillir au Grand Bornand pour célébrer ces 10 ans de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Encore merci à tous pour votre présence et aux dirigeants de Savoie-Mont-Blanc Tourisme du choix de notre station. Le tourisme 4 saisons est ici une réalité. La saison estivale pesant 39% des nuitées touristiques, celle-ci dépassant le million sur une année. Je suis certain que nous, les stations et territoires de montagne, pourront compter sur le soutien et l'action de Savoie-Mont-Blanc Tourisme pour contribuer à notre rayonnement et à la conquête et à la fidélisation de notre clientèle. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée au Grand Bornand. Merci, Monsieur le maire. Un accueil fabuleux pour cette organisation des 10 ans ici en station de montagne, dans cette belle vallée des Aravis. Merci encore pour votre accueil et on est une fois de plus heureux de fêter ces 10 ans ici pour faire rayonner cette belle image de nos deux départements autour de la marque Savoie-Mont-Blanc. À toi, mon cher Vincent. Je ne sais pas si j'aurai le même débit, mais je voulais, vous toutes et vous tous, vous souhaiter la bienvenue et surtout de vous remercier d'avoir répondu à cet appel pour les 10 ans de Savoie-Mont-Blanc. Mais vous verrez, à Savoie-Mont-Blanc, on aime faire la fête, on n'est pas passéiste, on ne va pas trop regarder derrière nous, mais ces 10 ans, c'est plutôt un prétexte pour écrire une feuille de route des 10 prochaines années. Et cela, on voudrait vous le faire partager et vous dire qu'ensemble, nous allons fêter cet anniversaire pour se projeter dans l'avenir. Et ce dont on a besoin, ce dont nous avons tous besoin, c'est d'être unis et soudés pour porter cette marque. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse découvrir l'interview d'une personnalité que vous connaissez tous. Il a été maire de Chamonix, il a dirigé le tourisme en Haute-Savoie. Il s'appelle Michel Charlet. Quelques souvenirs dont vous vous souvenez très certainement, vous aussi. On regarde. Une petite histoire. J'étais président du CIVOM Pays du Mont-Blanc. On allait, à l'époque, c'est vieux, à Paris faire le salon Neige et Montagne. Alors, Megève louait son stand, Chamonix se mettait à l'autre extrémité, et puis Saint-Gervais attendait qu'on se voit tous les deux à un stand pour se mettre aux troisième extrémité. L'idée de créer Savoie-Mont-Blanc, c'est la résultante d'une opération qui a duré plusieurs années, c'est-à-dire de regrouper tous les organismes savoyards et haut-savoyards qui s'occupaient du tourisme pour être plus efficaces. Et après, quand on a eu créé cet organisme, on s'est dit, il faut lui trouver un nom. Et puis on s'est dit, c'est idiot de créer un nom, après d'essayer de le faire connaître, alors qu'on a deux noms qui sont porteurs à l'échelon mondial, c'est Mont-Blanc et c'est Savoie. L'idée, c'est de dire, plutôt que de faire connaître une marque, on va s'approprier un nom qui est connu, le nom Mont-Blanc, associé à Savoie, parce qu'il faut quand même y avoir une identité historique régionale de la province de Savoie. Mais ce nom Mont-Blanc qui est déjà connu à l'échelon international, on peut faire le tour du monde, on parle de Mont-Blanc, les gens diront oui, c'est la montagne française. Et puis c'est tout simplement, on a dit Savoie-Mont-Blanc tourisme. Ça a fait l'unanimité quand on l'a créé. Et après, il a fallu le vendre non pas à l'extérieur, il a fallu le vendre à nos opérateurs de Savoie et de Haute-Savoie. Et là, c'était difficile. On a fait le tour de toutes les stations pendant, je sais pas, je dirais 5-6 mois. Il y avait une opposition forte. On allait voir les gens de Thonon ou d'Évian ou d'Annecy pour leur dire que ça va être Savoie-Mont-Blanc. Mais nous, on n'a rien à voir avec le Mont-Blanc. Nous, on a l'élément, il est où? Et ça a été peut-être un peu plus facile avec les stations de Savoie parce que j'avais l'habitude de travailler avec elles qu'avec toutes les stations au sens large. Et puis, même ici, dans le pays du Mont-Blanc, mes collègues maires me disaient « Mais tu es en train de brader notre nom, tu l'as donné à tout le monde, il y a Courchevel qui va se servir du Mont-Blanc, c'est pas normal, il est à nous. » Ça a duré presque 6 mois, puis après, c'est rentré dans l'ordre.
Michel Barnier, vous avez suivi tout ceci. On va bien sûr parler de la création de Savoie-Mont-Blanc, mais bien auparavant, en 1999, vous avez été un de ceux qui ont cru à ce rapprochement des deux départements, celui de la Savoie et de la Haute-Savoie. Pourquoi ? Quand on parle du rapprochement de nos deux départements, chers amis, il ne faut pas considérer que ça a commencé avec nous. Ça fait tout de même, lorsque je deviens président du Conseil général de la Savoie en 82, Louis Besson m'avait précédé, il y avait déjà l'entente interdépartementale et nous avions déjà des sujets en commun. L'université, les agriculteurs qui ont souvent été en avance, la marque collective Savoie, la maison de Savoie dans les années 30. Et puis on arrive dans les années 90 où nous sommes mobilisés tous ensemble et naturellement un peu plus dans la Savoie du Sud pour l'organisation des Jeux Olympiques. Et moi j'ai gardé 3 leçons durables de cette période dont j'ai souvent d'ailleurs parlé avec Jean-Claude Killy qui m'a demandé de l'excuser ce soir. La première, c'est qu'il faut toujours relever la ligne d'horizon et avoir des projets qui mobilisent, qui nous dépassent. Et je pense que ce que vous avez fait, et tous ceux qui font vivre cette marque collective, c'est un projet qui dépasse, qui est au-dessus. Il faut toujours, quand on regarde l'horizon, voir quelque chose. Si on ne voit rien, on se regarde le nombril, chacun chez soi, chacun pour soi. La deuxième leçon, c'est que, évidemment, quand on accueille les Jeux Olympiques, on accueille le monde entier. C'est vrai aussi pour d'autres grandes manifestations ou championnats, mais les Jeux, c'est le plus important. Et c'est tellement puissant pour le petit territoire où on accueille ces Jeux. Et moi, je me suis dit à cette époque, une fois que la lumière s'éteint, le 25 février, comment on garde un peu, comment on rallume la lumière? Comment on fait pour que le monde entier continue à s'intéresser? Évidemment, c'est pas chacun chez soi, chacun pour soi, c'est en ayant une marque de fabrique, une organisation suffisamment puissante. Et donc, il faut être ensemble, au moins à l'échelle de ces deux départements. Puis la troisième idée, c'était de garder l'expertise des Jeux pour promouvoir le tourisme, promouvoir le sport, organiser d'autres grands événements. Et c'est à ce moment-là que je dis à Rémi Charmettan, qui est quelque part par là, il faut qu'on fasse la deuxième idée, qu'on travaille avec la Haute-Savoie. On va les voir. Et ils déjeunent ensemble dans un bon restaurant d'Annecy. Ils font une bonne bouffe. Mais pour tout dire la vérité, Rémi revient très déçu. Il me dit, je suis resté sur ma faim. Enfin, en tout cas, cette faim-là. Et ça n'a pas bougé pendant quelque temps. Je dois reconnaître aussi que j'ai fait preuve d'impertinence à l'époque, puisque j'ai dit un peu, sans prévenir personne, que je pensais qu'il fallait fusionner les deux départements. Ça paraissait un peu suspect que le président du département le plus petit propose au plus grand de se fusionner. Donc ça, après des élections cantonales, la commission tourisme interdépartementale se réunit. Je crois que c'est Auguste Picolet qui la préside. Et Michel, tu dis que tu as fait un rêve. Celui de la réunion des deux départements et d'abord de la marque et de la force touristique des deux départements. Et tu poses la question aux élus qui sont ici, qu'est-ce que vous en pensez? Et les deux directeurs des deux agences disent, nous, si vous le décidez, on le fait. Nous réunissons les deux conseils généraux ensemble. Je veux juste, pour conclure, parce que j'ai retrouvé, c'est que je reste passionnément patriote en même temps qu'européen, et j'ai retrouvé une phrase de Robert Schuman, qui en 1950, lorsqu'on crée la CECA, dit ceci à propos de l'Europe, dans sa déclaration du 9 mai 50, l'Europe ne se fera pas d'un seul coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Je pense que ce que vous avez créé, Hervé, Ernest et toute l'équipe, et monsieur le directeur, ce que vous animez aujourd'hui avec votre équipe, que je salue, c'est une solidarité de fait qui peut participer à une construction d'ensemble du futur grand département de Savoie-Mont-Blanc. Merci à tous. Ernest Nicolin, 1999, un décor monastique à Tamier. Quel souvenir, Ernest? Pour moi, je crois que Tamier, c'était un esprit nouveau. C'était, je pense, un nouveau départ. Michel Barnier a voulu rappeler que finalement, bien sûr, avant, nos deux départements avaient des relations pour faire certaines choses. Mais disons qu'il y avait quand même pas mal de différences et qu'on peut bien dire qu'on avait des relations qu'on disait amicales, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Et finalement, Tamier, ça a été un nouveau départ. Pourquoi? En réalité, il y a eu surtout un électrochoc
le jour où Michel Barnier, le jour de son discours d'intronisation en 98, a carrément dit qu'il fallait fusionner les deux départements. Et ça, sans m'en parler, je n'ai pas tellement apprécié. Si bien que nos relations se sont plutôt tendues qu'autre chose. Et c'est à Tamier qu'on a un petit peu redressé la barre et qu'on a décidé de faire des choses en commun. On avance dans l'histoire, nous arrivons à une date symbolique, le 14 février. Eh bien, c'était la création de l'Assemblée des Pays de Savoie, c'était en 2001. Hervé Guémard, là aussi, c'est une date historique importante pour notre territoire. Alors, je reprends la séquence. Donc, on a Tamier au printemps 99, si ma mémoire est bonne, ou au mois de juin, je ne sais plus. C'est la fin de l'été. Hein ? Début d'été, c'est ça. Début de l'été. Et Michel Barnier est nommé commissaire européen au mois de septembre. Quelque chose comme ça. Donc, je lui succède à la tête de l'Assemblée départementale. Et ma première visite, dans la semaine qui suit, c'est d'aller voir Ernest Nicolin à Annecy. Voilà. Et donc, nous discutons ensemble. D'abord, on fait connaissance, parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup. Et on se dit comment on va progresser dans le rapprochement des deux départements. Et puis un jour, tu étais venu à Paris pour je ne sais pas quoi, et on a déjeuné dans un restaurant tenu par un grand chef savoyard, si vous voyez ce que je veux dire. Guy Martin. Guy Martin, voilà. Et donc, c'est sous le bleu de Termignon, en mangeant du bleu de Termignon formidable, que nous décidons d'aller en commun plus loin. Et nous nous disons qu'il faut, là aussi, créer un électrochoc et créer une nouvelle assemblée. Et donc, nous créons l'Assemblée des Pays de Savoie, qui effectivement entre sur les fonds baptismaux en février 2001. Et le même jour, les deux conseils généraux sont réunis à la même heure, l'un à Annecy et l'autre à Chambéry, et nous votons la même délibération en termes identiques. Et là, ça a été une première française, puisqu'on a utilisé un article qui était dans le Code des collectivités territoriales, qui avait été fait pour l'Alsace après la guerre de 14, et que les Alsaciens n'avaient jamais utilisé. Donc c'est nous les premiers qui avons utilisé cette disposition législative. Alors faire une assemblée des Pays de Savoie, c'était bien beau, mais il fallait donner du contenu, et en reprenant évidemment ce qui avait déjà été fait, l'université, la Maison de Savoie à Paris, l'orchestre des Pays de Savoie, la marque collective. On dit il faut mettre le paquet sur le tourisme. Voilà cette belle séquence. Et donc, on arrive à 2005-2006, comme l'a dit Michel Charlet, quand on décide de faire cette marque territoriale, de la déposer, de choisir le logo, etc. etc. Et maintenant, en route pour l'aventure. En route pour l'aventure. Merci beaucoup, Hervé Guémard. Applaudissements, s'il vous plaît. Et le lien avec la vidéo qu'on va voir, il est tout trouvé. Le tout premier directeur de Savoie Mont Blanc, il est dans la salle, vous le connaissez. On le découvre en vidéo, il s'appelle Rémi Charmetan. À plusieurs, on est plus intelligent que tout seul, à condition que chacun travaille, évidemment. Et donc, on s'est aperçu qu'en mettant tout le monde en marche, collectivement ensemble, avec confiance, le projet lui-même, il devenait intelligent, et c'est ce que j'appelle l'intelligence collective. Pour être une marque destination, une marque de territoire, il faut 3 éléments fondateurs. Il faut avoir une identité. La Bretagne a une identité, l'Alsace a une identité, les Dolomites ont une identité, et peut-être bien que Savoie-Mont-Blanc a une identité. Dans tous les cas, la province de Savoie en a une. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une offre suffisante. Si vous avez une identité mais que vous n'avez pas de lit touristique, pas d'activité touristique, ça ne compte pas, ça compte pour du beurre. Troisièmement, il faut avoir des moyens administratifs et financiers suffisants parce que ça demande un certain nombre d'actions. On a 1 million de lits touristiques. On a des domaines skiables exceptionnels. Savoie-Mont-Blanc, c'est la Suisse, à lui tout seul, pour les sports d'hiver. Et donc, si vous avez un produit magnifique mais qu'on ne le connaît pas, ça ne sert à rien. Et donc, c'est comme dans la grande distribution, il faut être dans la tête de gondole, il faut être référencé. Donc, première chose, c'est les spots de télé grand public. On s'adresse à tous les consommateurs.
était, je pense, la première marque de territoire à communiquer en télévision grand public. Et puis deuxième chose, c'est les guides touristiques. Autrefois, quand moi j'étais gamin, on parlait du guide bleu et du guide vert. Bien maintenant, on parle toujours du guide vert, le guide vert qui a été lancé par Michelin, et puis aussi les guides Gallimard. À l'origine, on avait un guide Gallimard pour la Savoie, un guide Gallimard pour la Haute-Savoie. Eh bien, on en a fait un commun, et notamment en langue anglaise, chez un éditeur londonien très très respectable. Et puis on a sorti aussi un guide vert Michelin, et puis ensuite un guide évasion et le routard. Et quand on est référencé dans le routard, on sait que ça augmente immédiatement le chiffre d'affaires, entre guillemets, d'un hébergement ou d'une activité. Et donc on est passé d'un routard Alpes du Nord à un routard Savoie-Mont-Blanc et un guide vert Savoie-Mont-Blanc. Il faut savoir que l'offre mondiale de tous les types de touristes va plus vite que la demande. Quand l'offre augmente de 3, la demande elle augmente peut-être de 1. Donc la concurrence devient exacerbée et les places sont chères. Applaudissements s'il vous plaît pour Rémi Charmotan qui est avec nous. Alors on n'a pas parlé d'un élément important dans l'histoire, Denis Boucher, c'est bien sûr les locaux parisiens. Donc ce qui était aussi un élément, voilà, il a fallu aussi acheter tout ça. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour dire quoi? Tout à fait, ça a été un moment, je crois, important, l'achat de ces locaux, puisqu'avant, vous savez que la Maison de Savoie, c'était des locaux qui étaient loués, c'était relativement cher. Donc non seulement on a fait une économie, ça n'avait pas été le premier objectif, mais Vincent, la note était de moitié, et on était chez nous, c'était une propriété. J'aimais bien dire quand on recevait les maires lors du Salon des maires, donc dans ces nouveaux locaux, qu'on était là dans un territoire appartenant à tous les Savoyards. Premier bâtiment depuis l'annexion qui se retrouvait, c'est l'Assemblée des Pays de Savoie qui l'avait acheté. Donc on était chez nous, ça nous faisait une ambassade en territoire parisien, dans la capitale. On va parler aussi bien sûr des actions, ces fameux clips, ces films exceptionnels que l'on a vus sur des grands médias, bien sûr les grandes télévisions, aussi Internet. Vincent Rolland, il continue, ces films, ils marquent le territoire. Vous continuez bien à montrer ce dynamisme touristique à travers ces campagnes nationales. Elles ont encore un sens aujourd'hui. On a créé et donné de la notoriété à la marque grâce à, comme on dit en patois, du mass média, et on a acheté beaucoup d'écrans télévisuels pour rappeler ce qui était peut-être une évidence, notre destination touristique Savoie-Mont-Blanc. Maintenant que cette notoriété est installée, il faut la travailler, tout en la développant bien évidemment, et on glisse petit à petit vers d'autres médias, notamment Internet et les réseaux sociaux, sans pour autant, et d'ailleurs on l'a vu encore récemment à la télévision, abandonner les écrans télé. On a par exemple eu un aperçu du très beau spot que l'on a sur les lacs. On a réussi d'ailleurs à fédérer des acteurs déjà, puisque une communication commune sur les 4 grands lacs de Savoie-Mont-Blanc n'existait pas jusqu'à peu. Et les 4 grands lacs, avec nous, avons décidé de lancer quelque chose. Et je pense que si nous sommes capables de travailler dans la durée, ça produira des effets. Alors, on a écouté les directeurs de Savoie-Mont-Blanc, on a écouté aussi les politiques, mais aussi vous, certains d'entre vous qui ont été interviewés par Savoie-Mont-Blanc, ces socio-professionnels, ces acteurs du territoire ont des choses à nous dire. Je vous demandais de regarder avec beaucoup d'attention ce film, car c'est tout simplement vous qui avez répondu à la question « C'est quoi Savoie-Mont-Blanc ?» On regarde. Savoie-Mont-Blanc, quelle initiative merveilleuse, puisque ensemble, nous sommes plus forts. Savoie-Mont-Blanc est une vraie chance pour les départements de Savoie et de Haute-Savoie, qui comportent de nombreux points en commun. La même géographie, la même économie, les mêmes touristes, les mêmes vallées. Donc ceci est parfait. Et d'avoir ajouté Mont-Blanc, c'est encore mieux parce que la marque est mondialement connue. Une marque s'est créée et c'est assez merveilleux de mettre nos montagnes et nos lacs en avant. C'est pour nous aujourd'hui la meilleure vitrine du savoir-faire français de l'aménagement en montagne, pour notre clientèle française, mais également pour notre clientèle étrangère. C'est du gagnant-gagnant, c'est très enrichissant. Nos territoires de Savoie sont montrés partout.
On a su rassembler l'ensemble des acteurs d'un territoire autour d'un concept marketing qui est extrêmement efficace. Donc la marque a réussi à atteindre son objectif de coller à la notoriété et à l'image d'un territoire très puissant. Et quelle est la meilleure manière de personnaliser un territoire que de lui donner un nom et d'associer ce nom à un très bel événement comme la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Parler d'une seule voix, dire au monde entier on est dans le meilleur environnement possible mondial pour prendre du plaisir dans la montagne, c'est juste fantastique. Le Routard a cru dès le départ à cette réunion et à la création de cette marque forte en faisant un guide Savoie-Mont-Blanc. Si Savoie-Mont-Blanc aujourd'hui est une destination leader sur le marché mondial du tourisme, on le doit en grande partie à Savoie-Mont-Blanc. C'est une très belle initiative qui est menée en plus par des gens que j'adore, très compétents et très intelligents. Ça a été un territoire qui a su faire évoluer sa communication pour faire passer des émotions, pour faire passer des sourires, pour faire en sorte que le client soit mis au cœur d'une destination, soit mis au cœur d'une relation des vacances. À l'ère du digital, le contenu tient une place fondamentale. C'est basé sur l'affectif, des éléments affectifs et connatifs. Et je crois que ça, Savoie-Mont-Blanc l'a très très bien compris dans ses actions. Je me pose même plus la question, pour moi, est-ce que c'est le bon interlocuteur? J'ai dépassé déjà ce stade-là. Magnifique initiative, un territoire extraordinaire, les plus belles stations de ski, pour la pratique mais aussi pour la compétition. Pour le ski français, Savoie-Mont-Blanc est un partenaire essentiel. Bien sûr, il y a l'aide aux équipes de France avec de l'argent cash. Et puis surtout, bien, une aide au quotidien pour l'événementiel, les Coupes du Monde qui ont lieu sur le territoire de Haute-Savoie, de Savoie. C'est un bluff réussi. Je misais pas beaucoup sur l'aventure de Savoie-Mont-Blanc, dans le sens où un système coprésidé par deux personnes, deux conseillers départementaux, et puis en fin de compte, ça a très bien marché. C'est une affaire qui marche du feu de Dieu. Bon anniversaire, Savoie-Mont-Blanc. Bon anniversaire, Savoie-Mont-Blanc. Bon anniversaire, Savoie-Mont-Blanc. Bon anniversaire, Savoie-Mont-Blanc. Et merci pour toute votre aide. Bon anniversaire, Savoie-Mont-Blanc. Et longue vie. Joyeux anniversaire à Savoie-Mont-Blanc pour les 10-20 prochaines années, en espérant que ça soit aussi génial que les 10 premières. Voilà, c'est cette histoire qui s'écrit aussi avec vous. Et tout à l'heure, vous verrez des personnalités qui seront également avec nous. J'aimerais également signaler la présence du vice-président à l'emploi et l'économie, Marcel Satier. Merci d'être avec nous, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a rejoint et qui représente la région avec Nicolas Deragon, maire de Valence également, donc vice-président au tourisme. Donc je vous laisse rejoindre la salle et on va écouter tous ensemble l'interview d'une personnalité qui connaît particulièrement le tourisme, la question de marque, la stratégie de marque. Vous allez bien écouter tout cela. Je sais que vous serez très attentifs, vous que vous travaillez en grande majorité dans ce secteur-là. Il s'appelle Joël Gaillet. Écoutez bien. Le marketing territorial, c'est très récent. La révolution, elle est en cours. Tout est à construire en ce moment. Savoie-Mont-Blanc doit vraiment mettre l'innovation au cœur de son marketing, quitte à renverser la table. J'insiste sur la façon de faire. Bien sûr, il faut faire du marketing hyper segmenté et aujourd'hui de plus en plus segmenté.
grâce à Internet. Mais avant de faire ça, il faut définir par-dessus une stratégie transversale qui va irriguer toutes ces stratégies sectorielles, en silos. De Amsterdam à Barcelone, en passant par Portland ou Chicago, vous allez trouver ces plans stratégiques par-dessus. On va trouver la marque, on va trouver la vision, on va trouver dans la vision les valeurs. En France, on n'a pas l'habitude. Aujourd'hui, en Savoie-Mont-Blanc, quand je vais dans un hypermarché, je vois des fromages avec une marque qualité Savoie. Je vois ensuite Savoie-Mont-Blanc qui, lui, tient un autre langage. Je vois ensuite d'autres gens qui travaillent dans l'investissement. Et on a besoin de ce fil rouge entre tous ces gens et de créer une stratégie unique. Pourquoi? Pour renforcer la puissance et la cohérence de Savoie-Mont-Blanc. Le point clé, c'est que le marketing de Savoie-Mont-Blanc crée de la valeur pour les entreprises. Et non pas uniquement dans une vision institutionnelle du territoire. On n'aurait jamais imaginé que des entreprises financeraient des stratégies de ville. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans le monde, les plus performants, partout. Ce n'est pas que un problème d'argent. Les privés sont là parce qu'ils co-construisent, copilotent, co-animent. Dans les territoires français, ce qui nous manque, c'est le fait que les acteurs privés doivent construire eux-mêmes le plan marketing. Et ça ne doit pas être uniquement et surtout pas uniquement les institutionnels qui doivent faire le marketing. On ne peut pas aujourd'hui battre les concurrents de Savoie-Mont-Blanc si Savoie-Mont-Blanc n'élève pas son niveau de qualité pour aller vers l'excellence. Donc ce point est non négociable. On ne peut pas continuer à mettre en avant une offre qui n'est pas au top de l'excellence. On ne peut pas dire qu'on accueille des Allemands avec une chambre de 18 mètres carrés. Il y a un problème. Alors qualifier l'excellence, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire apparaître cette excellence. Comment on fait du marketing aujourd'hui quand on est quelqu'un de dimension publique? Et je vais être très cash dans mes propos. Qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les hôteliers, on prend tous les golfs, on leur dit venez, on va faire ensemble. Mais vous le savez, le client le sait, dans les hôteliers assis autour de la table. Vous avez des très très bons qui eux peuvent battre la concurrence, vous avez des moyens puis vous avez des mauvais, voire des très mauvais. Aujourd'hui on les met tous et on dit on y va, voilà, pub sur l'hôtellerie. Mais on ne peut pas continuer ça. Si on met un mauvais en avant, on est mort, on se tire une balle dans le pied. Si Savoie-Mont-Blanc met quelqu'un de mauvais, vous imaginez le client qui va venir. Alors, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de promouvoir l'élite contre X, contre Y. Au niveau politique, un département, une région, un territoire va aider tout le monde à devenir bon, à aller vers l'excellence. Mais ceux qu'on va mettre en avant, comme on le fait dans les clusters, c'est les bons pour tirer au bénéfice de tout le monde. Si on veut mettre en avant les bons, il faut les sélectionner. Et pour les sélectionner, il faut les qualifier, il faut faire émerger cette offre d'excellence. D'abord pour que les clients les voient et que tout le monde soit d'accord sur cet élément. Il y a beaucoup de réponses sur l'excellence, dont les labels qu'on peut qualifier de territoire, comme l'ont fait nos amis du Valais. Pour citer un territoire qui a lancé Valais Excellence depuis pas mal d'années maintenant, c'est une des façons de qualifier l'offre d'excellence et de la rendre visible aussi pour le client, j'insiste. Ce n'est pas uniquement un problème interne, c'est un problème surtout vis-à-vis des clients extérieurs. Avant, on disait qu'il faut absolument aller dans les salons, partout, et on mettait 90% du budget, voire 100%, dans la promotion extérieure. Et aujourd'hui, il y a des territoires, y compris américains, qui pourtant étaient très en pointe sur ces sujets, qui disent tant qu'on n'a pas fédérer tout le monde, activer tout le monde en interne, en endogène, faire des actions endogènes, il ne faut pas lancer l'exogène, il ne faut pas lancer d'action avant d'avoir fait ça. Il y a deux raisons de fond. La première, c'est Internet. Internet, les réseaux sociaux, les outils de mobilité, etc. Aujourd'hui, on peut, via Internet, créer des effets de levier absolument considérables en partant de l'interne pour toucher l'externe. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Si vous vouliez toucher un Américain, il fallait mettre dans un média américain ou allez, aujourd'hui, vous pouvez, via l'interne, toucher des gens par leur réseau personnel. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est une raison un peu stratégique. Si on veut créer de l'emploi et améliorer l'offre,
si on veut, derrière l'attractivité, avoir des retombées. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Est-ce que c'est d'essayer de faire venir des gens de l'extérieur pour investir en Savoie-Mont-Blanc, ou est-ce que c'est d'aider les entreprises de Savoie-Mont-Blanc à se développer et à améliorer leur offre? Puis enfin, il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par un cabinet australien, sur 5000 marques dans le monde, des marques territoriales uniquement. 86% d'échecs au bout d'un an. Et cette étude conclut que la première raison d'échec, c'est parce que les acteurs n'ont pas été mobilisés et ne portent pas la marque. L'avenir de tout le marketing, c'est la personnalisation. La ville de San Francisco, si vous mettez une critique sur quelque chose à San Francisco, un musée ou les transports en commun de San Francisco, si vous mettez une critique en anglais, bien sûr, la ville va vous répondre. Alors que vous avez mis une critique sur Facebook, Twitter ou autre. La relation avec les clients, elle va devenir personnalisée, de masse, mais personnalisée. On parle à chaque client différemment et la technologie, les data qui font si peur à beaucoup, permettent de faire ce marketing personnalisé. Lorsque vous créez une relation individuelle avec quelqu'un, qui soit prospect ou devenu client, comme le font d'ailleurs certains en Savoie-Mont-Blanc déjà, vous créez les bases du succès. Le Savoie-Mont-Blanc ne pourra pas réussir sans mettre en place un marketing personnalisé, un système qui permet de créer des relations individuelles avec chacun de ses clients. C'est vrai pour les stations en général, mais c'est vrai aussi pour Savoie-Mont-Blanc, pour son marketing en général. L'avenir est à ce marketing personnalisé, expérientiel également, évidemment, diraient les gens du tourisme en général, expérientiel et personnalisé, qui permet évidemment des développements absolument considérables en marketing. Voilà le rêve, car derrière la marque, il y a un projet de société, il y a un projet de territoire. Et pour moi, la marque doit être l'expression de ce projet de territoire. Grande ambition, parce que je suis en Savoie-Mont-Blanc et que j'en ai une très haute idée, en tout cas des Savoyards en général. Vous avez écouté les propos à l'instant de Joël Gailly, une réaction très courte. Des valeurs pareilles, Savoie-Mont-Blanc, ça ne marchera que si nous portons tous ensemble ces valeurs et si nous savons parler de ces valeurs. Et si j'ai voulu, avec mon collègue Gérard Ducret, baptiser la nouvelle chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, parce que l'esprit est moderne, parce que l'esprit, c'est l'avenir. Et l'agriculture, on a souvent l'habitude de regarder notre histoire, et nous avons voulu résolument replacer l'agriculture sur l'avenir et sur le modernisme. Voilà, on est en train de se balader donc côté Saône. Jean-Michel Daclin, on baisse un petit peu la musique. Pouvez-vous un peu nous expliquer ce que vous allez vous dire à travers ces images de cette marque qui est aujourd'hui représentée et qui fonctionne partout en Europe? Cette marque est destinée au tourisme urbain, hein, c'est clair. Et les touristes, le tourisme urbain est un tourisme qui, dans d'autres formes de tourisme, et tout particulièrement dans l'urbain, les gens qui viennent sont à la recherche d'émotions. Et c'est ce qu'on veut traduire au travers de ces images qui sont très émotives. On a dans des campagnes précédentes d'ailleurs montré Lyon comme une ville romantique, ce qui correspond à sa réalité historique et qui était parfois un peu oubliée parce que Lyon a été un peu victime d'une image un peu d'un Lyon un peu gris, un peu industriel. Et c'est vrai que l'industrie existe, mais c'est une ville profondément romantique et italienne. Et vous êtes 30 000 ambassadeurs d'Only Lyon. Quel est votre secret? Ce qui a été intéressant, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que les citoyens lyonnais avaient envie que Lyon existe, avaient envie que Lyon sorte du tropisme national français qui fait que tout passe par Paris. Quand vous n'êtes pas à Paris, vous êtes la province. Et en fait, quand cette marque a été lancée il y a un peu plus de 10 ans, les Lyonnais ont réagi quasi de façon incroyable sur cette marque parce qu'il y avait un peu une fierté d'affirmation à une échelle européenne. Et je crois que c'est ça qui nous a surpris. Donc on a beaucoup travaillé
Alors qu'à l'origine, les ambassadeurs visaient simplement à travailler sur l'externe, on a beaucoup travaillé sur l'interne. Il l'a évoqué, Joël également. On a d'abord fait des assemblées annuelles, et là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait 2500 personnes qui venaient à ces assemblées annuelles. Et donc, on a multiplié les réunions. On a actuellement une réunion tous les mois pendant 10 mois. Et on a en moyenne 600, 700 personnes qui viennent. Ils discutent, il y a des thématiques. C'est chaque fois dans des lieux différents. On a des présentations et ça fonctionne. Et d'une certaine façon, tout ça développe ce sentiment d'appartenance. On s'est rendu compte que c'était bien d'avoir des ambassadeurs, mais qu'il fallait qu'il y ait un retour sur investissement. Et là, on a été un peu, là, on a fait du marketing un peu tactique. Et on a fait un peu, vous savez, quand vous prenez l'avion un peu souvent, vous avez des classes, vous avez de silver, gold, etc. Platinum. Ou platinum si vous voyagez un peu trop. Et on a fait un système d'étoiles avec des invitations particulières sur les 3 étoiles. On a 1, 2, 3 étoiles. Et ces étoiles sont faites en fonction des retours. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous amènent des projets d'implantation, des congrès. Par exemple, on a eu un congrès de médecins de 1500 personnes au mois de février cette année, qui est venu par un ambassadeur qui nous l'a fait venir. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne beaucoup. Et on a eu à peu près, on estime environ 500 dossiers qui nous sont arrivés. Alors, il y a des tout petits, mais 500 dossiers qui nous arrivent par les ambassadeurs depuis qu'on a mis en place ce système par étoile. Et j'avais rencontré le patron du comité de promotion de New York. Et à un moment de la discussion, il me dit « Mais moi, j'en ai rien à faire d'intéresser des entreprises. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de donner envie de vivre à New York. Et si on a envie de vivre à New York, les entreprises viendront. » Et je crois que ce côté multidimensionnel de la politique de promotion, elle est essentielle. Et je pense qu'il faut bien comprendre que le tourisme ne peut pas être tout seul dans son coin. Je crois que ce point est important. J'aimerais qu'on découvre, juste avant que vous preniez le micro, Damien, ce film de promotion d'un territoire ami, évidemment. Il s'agit du Valais. On regarde les images et juste après votre interview. Valais, qui es-tu vraiment? Tu es terre de passion, un conte, un rêve. Tu es la lumière, le désir, le rire, le mystère. Tu es le calme, tu débordes de vie. Tu es la roche, le diamant. Valais, gravé dans mon cœur. Les Savoyards sont accueillants. Applaudissez s'il vous plaît Damien Constantin, Valais Valise Promotion pour ce magnifique film. On vient de voir à l'instant ce film. Vous avez tout misé sur l'émotion là, clairement. Oui, c'est clair, parce que l'émotion, c'était dit avant aussi, c'est ce qui compte, ce qui fait rêver, ce qui différencie aussi. Aujourd'hui, dans un environnement hautement concurrentiel, il faut toucher l'émotion pour exister. Et puis, le Valais a visé très tôt sur l'excellence. On veut fédérer les entreprises sous ce concept d'excellence. Et après aussi, le mettre à disposition une marque qui est la marque Valais, mais uniquement ceux qui ont un commitment, je ne sais pas comment vous dites en français, qui font la promesse de l'excellence aussi pour leurs produits, qui font apte à une charte de qualité, ils reçoivent la marque. Et ça, c'est un défi d'un côté aussi, parce qu'il y a une certaine exclusivité autour de cette marque. Il y a aussi des tendances dans notre canton qui disent, mais on devrait ouvrir encore beaucoup plus la marque, comme d'ailleurs l'a fait aussi le Tyrol à l'occasion. Et puis le Tyrol, aujourd'hui, ils ont une tendance inverse. Ils essayent de revenir un peu, de remettre un peu de qualité dans leur marque. Et je pense qu'il faut viser plus haut et pour garder cette qualité. On parle du produit, peut-être parfois un petit peu trop. Il y a tout le reste qui doit être collé. Oui, moi je suis convaincu que si on reste dans une pensée sectorielle, on restera toujours dans un marketing produit. Si on n'arrive pas à sortir de cette pensée sectorielle, de se diriger vers cette pensée, le client au centre, mais le client au centre, ça veut dire que le client ne cherche pas une branche, un secteur, un produit, mais le client il cherche l'expérience. Et c'est ça, quelque part, la vision qui nous fait avancer, qui nous pousse vers l'avant, qui demande, mais aussi beaucoup de fédérer. C'était dit avant aussi, côté politique,
qu'il faut faire la tournée dans notre région, il faut faire la tournée dans le canton, il faut convaincre, il faut s'orienter vers l'interne, que justement, la promesse qu'on fait aux clients, qu'elle est vécue par l'interne à l'externe et pas l'inverse. Patrice Jacquin, vous avez vu ce film avec eh bien, les produits qui sont au cœur. Hein. On a vu effectivement ces fromages qui ont aussi beaucoup d'atouts. Ils sont au cœur du film de promotion, clairement, de Valais Wallis Promotion. Oui, l'agriculture, moi je voudrais rappeler quelques chiffres, 6 000 exploitations sur les 2 départements savoyards. Et je voudrais saluer réellement l'histoire de notre agriculture par laquelle les anciens ont su utiliser les reliefs et ont su, bien avant tout le monde, qu'on ne ferait jamais de volume de production et qu'il fallait impérativement travailler la qualité. Nous avons cette chance d'avoir les appellations d'origine protégée qui caractérisent si bien les Savoies. J'en rappelle quelques-uns, le Beaufort, le Reblochon, l'Abondance, les vins de Savoie, Chevretin, etc. Et donc, c'est quand même 85% des produits agricoles marqués en appellation d'origine protégée. Nous avons cette chance de vivre et d'être sur des départements savoyards. Nous avons cette chance d'avoir un lien avec des partenaires tels que le Conseil général hier, le Conseil départemental, l'Assemblée des Pays de Savoie, qui, sur la ligne de la demande de la production agricole, nous accompagnent. Vous êtes prêts à aller plus loin, clairement. Nous voulons aller plus loin et ce que nous voulons faire, c'est aller sur l'excellence des produits. Parce qu'on voit bien, au travers des crises agricoles, tout le monde entend parler d'agriculture et de crise, mais on voit bien que les Savoies, nous arrivons à passer outre ces crises parce que nous avons une proposition de produits de qualité, produits dans un environnement d'exception. Vraiment, rechercher l'excellence et parler de l'excellence en lien avec ce que représente l'ensemble des productions et des partenaires savoyards, et notamment l'idée du tourisme et tout ce qu'on peut imaginer au travers les lacs et nos montagnes. Merci beaucoup. Applaudissements pour les 3, s'il vous plaît. Jean-Michel Daclin, Damien Constantin, Patrice Jacquin, je vous laisse rejoindre la salle. Nous allons, eh bien, quand on parle de mots partagés, volonté partagée, eh bien, il y a une université qui porte ce joli nom de Savoie-Mont-Blanc. Regardez tout de suite l'interview de Denis Varachin. Les universités, aujourd'hui, comme tout un ensemble d'autres organisations, sont rentrées dans des logiques de marque. Il fallait avoir une marque qui soit visible, une marque qui soit forte, une marque qui soit puissante. Et c'est le cas puisque nous jouons à la fois sur l'histoire. Mont-Blanc, c'est le fameux département du Mont-Blanc, l'historien que je suis en profite pour vous le rappeler, donc qui est né en 1792. Donc c'est un mot révolutionnaire, ce mot de Mont-Blanc. Mais c'est également un mot qui renvoie au sommet mythique, bien entendu, qui est sur notre territoire, au toit de l'Europe. Donc l'histoire et la géographie étaient mêlées, finalement, donc, dans ce choix. La première motivation, c'était tout simplement le fait qu'il convenait pour nous de changer les mots avant que les mots ne changent sous des influences extérieures. Pour tout dire, nous avions le choix de nous appeler soit Université de Grenoble ou de Grenoble-Alpes, soit Université Savoie-Mont-Blanc. Donc finalement, nous avons souhaité jouer sur le signifiant pour affirmer notre positionnement. Concrètement, cela a donné naissance à un nouveau logo, à la fois pour l'université, mais que nous partageons également avec l'ensemble de nos composantes, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement des UFR, Unités de formation et de recherche, Polytech, Annecy-Chambéry, une école d'ingénieurs, et 3 instituts, l'IAE et les 2 IUT, l'IUT d'Annecy et l'IUT de Chambéry. La force de l'université bénéficie aux composantes, mais également la force des composantes bénéficie à l'université. Alors que précédemment, nous avions des logos qui étaient un petit peu éparpillés. Cette université participe à l'attractivité du territoire, tout comme le territoire participe à l'attractivité de l'université, ce qui montre bien la force des réseaux quand ils sont intelligents. Et voilà pourquoi nous avons rejoint cette initiative qui a été lancée il y a 10 ans maintenant par Savoie-Mont-Blanc Tourisme. 10 ans, c'est fait. Le périmètre, on l'a, il n'y a plus de questions dans ce périmètre. Qu'est-ce qu'on fait pour les 10 prochaines années? Eh bien, on continue. On aurait tort de s'arrêter en route. On continue, mais effectivement, on va essayer d'élargir un petit peu le propos. Les 10 premières années, c'était la question du territoire, la question du périmètre. Voilà, il fallait effectivement l'installer, le mettre en place.
Les 10 prochaines années, ça va être la question des interactions, de l'écosystème, des liens, de la convergence au sein même de ce territoire. On est persuadé que c'est vraiment le levier qui, demain, va donner encore plus de rayonnement et de puissance à l'action qui a été engagée il y a maintenant 10 ans. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis très intéressante. On a posé la question sur 26 territoires ou 26 villes. On a demandé aux habitants et aux entrepreneurs, chez vous, quels sont les leviers qui créent de l'économie, qui développent l'économie? Eh bien, la réponse a été intéressante. La réponse a été le degré du sentiment d'appartenance qui existait sur cette destination. Finalement, c'est le sentiment d'appartenance qui crée de la valeur. On en est persuadé avec Vincent Rolland et Nicolas Rubin. Et sur cette base-là, on a essayé effectivement de construire une feuille de route en imaginant qu'elle pouvait se développer dans les 10 prochaines années. Ce n'est pas forcément une idée neuve. Hein. Quelque part, ça peut être même une idée traditionnelle. Hein. On dit souvent, d'ailleurs, on a cette image, hein, les branches des arbres qui poussent haut dans le ciel sont souvent des arbres qui ont des racines avec des racines profondes sur le territoire. Bien sûr, c'est la même idée. C'est la même idée de penser effectivement que c'est l'attachement, le sentiment d'attachement, de fierté, la mobilisation de tous qui effectivement va créer de la valeur demain. Donc, 3 grandes actions qu'on va lancer à partir de maintenant. Une stratégie d'excellence, un grand réseau d'ambassadeurs, et puis une évolution qu'on a voulu donner à la marque, à l'aspect graphique de la marque, au sens même de la marque, puisque c'est une marque qui a vocation à devenir, dans quelque temps, au-delà d'une marque touristique, une marque d'attractivité. Que nous avons fait et qu'est-ce que nous allons faire prochainement. Il y a la marque Collectif Savoie qui aujourd'hui est une marque d'excellence que je préside d'ailleurs. Nous tenions ce matin notre assemblée générale et cette marque a des exigences auprès de produits agroalimentaires, agricoles ou restaurateurs. Elle les qualifie ou ne les qualifie pas à partir de critères objectifs. Et on peut l'annoncer ce soir, cette marque va converger avec Savoie Mont Blanc. Il y a quelques réglages administratifs, juridiques à régler. Et lorsque ceux-ci seront réglés, normalement, au 1er janvier, la marque Savoie aura intégré Savoie Mont Blanc et va se muer en Savoie Mont Blanc Excellence, avec la même idée, c'est d'avoir des critères pour qualifier celles et ceux qui méritent d'avoir ce label Savoie Mont Blanc Excellence. On a tout dans notre territoire, on les a, ces personnalités, pour porter cette marque et faire ensemble cette œuvre commune. Oui, tout à fait, Alexis. C'est la raison pour laquelle, dans l'avenir de Savoie Mont Blanc, va être lancé dès ce soir, comme l'a rappelé, le lancement officiel du réseau d'ambassadeurs. C'est vrai que toutes celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui sont des amoureux de Savoie Mont Blanc. Il y en a d'autres aussi qui sont à distance, hein, qui suivent les réseaux sociaux avec excellence. On peut leur attitrer cette distinction, l'excellence. Quand le personnel de Savoie Mont Blanc pose un post sur Facebook, les réactions démarrent immédiatement et en milliers d'un coup sec. Donc il y a des gens qui surveillent ce territoire avec une passion et
je dirais, un amour-propre. Et les réseaux sociaux, ils vivent aussi grâce à du contenu, à des images qui sont véhiculées. Et là, vraiment, il y a une interactivité avec ces ambassadeurs à distance qui deviendront demain des vrais ambassadeurs de la marque, avec ce réseau qui va être lancé dès ce soir, ici au Grand Bornand. Tout le monde, et j'espère que les 500 personnes présentes dans la salle ce soir repartiront en ayant signé le petit registre derrière pour s'engager à être ambassadeurs de Savoie Moment et propager cette flamme auprès de leurs amis. Donnez un applaudissement pour 10 jeunes de l'école du Grand Bornand qui fêtent leur 10e anniversaire et qui vont accueillir nos 25 ambassadeurs. Ils arrivent, applaudissements s'il vous plaît, les enfants des écoles du Grand Bornand. Avant d'écouter Hervé Guémard, je vais passer le micro à quelques ambassadeurs, les premiers qui arrivent devant moi. Anne Paccard, c'est vrai, quand on a cette famille, quand on a cet engagement, ces cloches que l'on voit dans le monde entier, logique que vous portiez les couleurs de Savoie Mont Blanc. Merci d'avoir pensé à moi. Je ne sais pas quelle est ma légitimité, je ne suis pas savoyarde à mon grand regret, mais j'espère qu'en ayant donné 5 petits Paccard à la dynastie Paccard, 8e génération, nous fêtons notre 220e anniversaire cette année. C'est tout ce que je souhaite à Savoie-Mont-Blanc. Et je pense aussi à l'Assemblée des Pays de Savoie. C'est la première fois qu'on a eu l'impression d'être soutenu par des politiques. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les jardins du Luxembourg à couler une réplique de la Savoyarde, car la plus grosse cloche de France, qui pèse 18 835 kilos, qui a été coulée en 1891, c'est une cloche Paccard. Elle porte le joli nom de Françoise Marguerite du Sacré-Cœur, mais personne ne connaît ce nom. Tout le monde l'appelle la Savoyarde. Merci beaucoup Anne Paccard, toute votre famille. Tessa Worley, notre championne, était avec nous. Le Grand Bornand, remerciements également à Isabelle Pochat et toutes ses équipes. Tessa, à travers toi, c'est tout le mouvement sportif que l'on veut bien remercier. Tu vas aussi accompagner tous ces sportifs. Ça te fait quoi d'être ambassadrice Savoie Mont Blanc ? Alors déjà bonsoir à tous. C'est une grande fierté d'accueillir cet anniversaire au Grand Bornand et puis voilà, de faire partie de cette belle région. Et enfin voilà, Savoie Mont Blanc, c'est du dynamisme, c'est de la passion pour moi. Et voilà, c'est un grand terrain de jeu. Donc beaucoup de régions comme celle-ci dans le monde entier peuvent nous envier. Merci beaucoup Tessa, applaudissements s'il vous plaît pour ce sourire. Remerciements aussi à Antoine Deneria qui est par ici, qui sera aussi un ambassadeur. Il représente ce soir nos chefs étoilés, il y en a plusieurs dans la salle. On a vu également Emmanuel Renaud, c'est l'autre 3 étoiles, René et Maxime Meyer. Voilà, dans ta vallée des Bellevilles, tu vas aussi porter ces couleurs de Savoie Mont Blanc. Bien sûr, Savoie Mont Blanc, nous on connaît, pour nous Savoyards, Mont Blanc c'est à côté. C'est notre manière de vivre qui est, moi je dis souvent que il y a les torchons, les serviettes, mais on est tous dans la même armoire. Donc, je crois qu'on a réussi quelque chose. Bravo à tous. Le monde dans l'entreprise est avec nous. Tiens, Monsieur Piot, venez avec nous. Voilà, l'excellence, évidemment, de notre territoire. Comment nos entreprises de Haute-Savoie, comment vous, vous allez défendre cette marque Savoie Mont Blanc? Comment elle va être collée à votre ADN? Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être là et c'est très naturel que je sois là en tant que président du pôle de compétitivité Mont Blanc Industrie. Pourquoi ? Parce que nos entreprises, dans le décolletage, dans l'usinage de précision, dans la mécatronique, nos entreprises qui se battent, qui exportent dans le monde entier, qui se battent pour se développer, l'un des sujets sur lesquels on travaille au niveau du pôle depuis maintenant plusieurs mois, c'est la question de l'attractivité. La préoccupation des industriels, et Ernest Nicolin a dit tout à l'heure à juste titre que l'industrie était une activité majeure en Haute-Savoie, pas toujours connue, mais une activité majeure. L'un des éléments majeurs pour le futur, ça va être l'attractivité du territoire, l'attractivité vue de manière globale, comme ça a été dit tout à l'heure, parce que quand nous recevons des grands clients venant du Japon, de Chine, des États-Unis, on les amène dans nos usines qui sont merveilleuses, qui sont automatisées, qui sont propres. Venez dans nos usines. Mais on les emmène aussi au Mont Blanc, on les emmène aussi au bord des lacs, on les emmène aussi dans les merveilleux restaurants du territoire. Et tout ça, c'est une seule unité. Merci au maire qui nous accompagne et qui nous reçoit ici ce soir. Merci et bravo à Vincent et à Nicolas. Merci aux élus, je n'ose pas les citer, vous êtes trop nombreux. Merci à vous toutes, à vous tous, pour votre présence, pour votre engagement. Merci aux acteurs du tourisme de Savoie-Mont-Blanc. Merci aux 50 000 employés qui travaillent avec nous et pour nos départements. Merci au personnel de Savoie-Mont-Blanc. Merci Ernest Nicolin, mon prédécesseur à l'Assemblée départementale. Merci à Denis Boucher, coprésident de Savoie-Mont-Blanc pendant une bonne époque.
Merci et bravo à Michel Charlet. Bravo, 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 bravo. Michel Charlet. Merci Michel Charlet. Merci et bravo à Michel Charlet. Pour moi, il personnalise une certaine idée des Savoies. Chapeau, merci Michel. Poursuivons, conquérons de nouvelles clientèles, on l'a vu, relançons nos investissements, accélérons la transformation numérique de ce département, de nos départements. Et vous-même, chers ambassadeurs, soyez les témoins, vous l'avez été, soyez les acteurs, soyez les promoteurs de cette fabuleuse aventure qui ne demande qu'à vivre, qu'à croître et qu'à embellir. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence active ce soir. Je crois que nous avons vécu cet après-midi un grand moment d'émotion parce que qu'on soit né en Savoie-Mont-Blanc ou que l'on ait décidé de venir y vivre et y travailler, l'amour du pays de Savoie-Mont-Blanc coule dans nos veines. Et on sait bien que dans tout amour, il y a à la fois le trouble et l'évidence. Le trouble, c'est évidemment cette émotion qui nous parcourt, qui nous fait frissonner quand on voit ces belles images de nos paysages, de lacs, de villes, de montagnes, dans toutes les saisons du cœur et de la vie. Quand on voit toutes ces ambassadrices et ces ambassadeurs que je voudrais vraiment remercier du fond du cœur, qui dans tout leur métier et leur passion représentent également l'amour et l'excellence, et toute la diversité des activités économiques de nos territoires, c'est ce trouble, mais c'est aussi cette évidence, puisque notre pays de Savoie-Mont-Blanc n'a pas besoin de se demander où sont ses limites ou ses frontières, n'a pas besoin de se demander quelle est son identité, parce que nous avons tout simplement une identité sereine et ouverte, puisque nos pays de Savoie-Mont-Blanc ont toujours été des terres de passage, d'assimilation, de projets partagés. Donc nous avons eu depuis 10 ans une sorte de prologue avec un travail formidable qui a été fait et dont je voudrais remercier toutes les actrices et les acteurs, comme l'a fait Christian avant moi. Saluer également Ernest Nicolin, qui était là aux manettes à l'époque où tout a été décidé. Mais ce qui est important surtout, au-delà de ce nouveau logo qui va maintenant orner notre communication, c'est de construire l'avenir et de marier sous ce label Savoie-Mont-Blanc toutes les activités, toutes les valeurs de nos territoires. C'est vraiment un formidable défi qui s'offre à nous pour aller encore plus loin. Et je voudrais peut-être, en concluant, dire une dernière chose. Tout ceci paraît aujourd'hui évident. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, ce n'était pas évident. Et si on avait attendu que tout le monde soit d'accord au même moment, au même endroit, nous n'aurions rien fait. Donc il y a des moments où il faut forcer le destin quand on sent que la direction est la bonne. C'est ce qui a été fait il y a 10 ans. Je crois que ce moment, cet après-midi, ici au Grand Bornand, Monsieur le maire, et encore merci de nous accueillir, est un moment très important dans cette étape du rapprochement de nos deux départements, parce que nous savons désormais que c'est bien un cœur vivant qui bat, que ce n'est pas une construction artificielle et technocratique. C'est parce que nous voulons tout simplement, pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et nos petits-enfants, de pouvoir continuer à vivre et travailler dans ce pays que nous aimons, garder ces équilibres naturels, paysagers, économiques, culturels et touristiques, et ô combien garder nos centres de décision ici, en Savoie-Mont-Blanc, pour être nous-mêmes les acteurs de demain et ne pas subir cette économie mondialisée qui peut broyer et dissoudre les identités. Je crois que c'est ça le sens profond
de ce que nous allons décider, de ce que nous décidons cet après-midi de faire au Grand Bornand. Encore un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à tous les acteurs qui ont fait que tout cela était possible. Et je pense qu'on va repartir avec une pêche d'enfer pour construire les prochaines décennies. Je vous remercie. Merci beaucoup Hervé Guémard. Je vous invite à tous rester sur scène, monter sur la scène aussi. Je vais aussi rappeler les personnalités qui se sont exprimées. Monsieur Jacquin, Monsieur Daclin, Monsieur Constantin, également Ulysse Naël. Applaudissements s'il vous plaît pour Ernest Nicolin. Venez sur la photo, Monsieur le maire également. Monsieur Payat, vous rapprochez comme ça. Voilà, on va faire une jolie photo. Et surtout, nous allons tous ensemble regarder les écrans pour faire ce décompte. C'est tout à fait logique, ça s'appelle un anniversaire. On regarde les écrans et on va compter tous ensemble. Vous êtes prêts ? Dis donc. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Bon anniversaire, Savoie Mont-Blanc! Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Nous allons passer de l'autre côté. Le symbole est bien sûr de l'arche. Je vous invite à nous retrouver. Je vais demander également à monsieur, voilà, Pino venir avec moi pour vous expliquer. C'est un honneur qu'on m'ait choisi pour être un des premiers ambassadeurs. J'ai accepté avec plaisir et naturellement parce que je me sens vraiment, entre guillemets, comme un peu le fils de la Haute-Savoie, de Savoie-Mont-Blanc. J'ai grandi ici, je suis né ici, mes racines sont ici en Haute-Savoie. Donc c'est un territoire sur lequel il fait très bon vivre. Et je pense qu'on est tous très conscients de ça et c'est peut-être notre point commun. Je souhaite que la dynamique qui a été mise en place il y a 10 ans se poursuive. C'est vrai que depuis que Savoie Mont-Blanc Tourisme existe, il y a une nouvelle visibilité à l'international et pour nous c'est excessivement important d'avoir cette visibilité internationale. On a beaucoup de talents, des talents dans tous les domaines, dans le domaine sportif, culturel, gastronomie. Et je pense qu'on peut vraiment devenir la destination leader de montagne au niveau mondial. Ce soir, on a vu 500 acteurs qui sont impliqués très fortement dans la promotion de leur territoire. Et puis, la bonne stratégie qui vient de nous être présentée, celle de générer de la fierté chez l'ensemble des acteurs pour que ce soit les premiers ambassadeurs. Donc ça veut dire que 10 années qui affichent un bilan extraordinaire et des perspectives qui sont extrêmement positives où finalement on a tout compris au marketing territorial. Le tout, c'est pour nos clients, pour apporter le mieux aux clients, pour apporter du bien-être, apporter le meilleur accueil à nos clients, pour leur donner envie de venir, mais surtout leur donner envie de revenir tirer la porte de nos restaurants et venir leur faire découvrir les produits de nos terroirs. Alors, que ce soit aussi bien un grand chef, des chefs étoilés ou des chefs de bistrot, des chefs de village ou des chefs qui sont même dans des zones industrielles qui vont nourrir aussi nos chefs d'entreprise. Et ça, c'est important d'apporter beaucoup d'attention et surtout de mettre le terroir dans l'assiette parce que sans nos terroirs, on n'est rien. Et surtout qu'on a la chance moi j'ai la chance d'être né dans un magnifique terroir et ce terroir, il faut le mettre en valeur.